Conceptrice, concepteur, bonjour. Allez, on retourne dans une vidéo de comparaison et en même temps un tuto sur les fonctions de balayage à section variable sur Creo paramétrique et sur ProEngineer. Et comme support, j'utilise une vidéo de notre ami Workbench Stuff qui nous montre comment lui il s'y prend pour réaliser cette pièce sur CATIA V5. La vidéo sur laquelle qui m'a inspiré donc à 6 ans, et pour ne pas me voir opposer l'argument ah oui mais c'est une ancienne version de CATIA, c'est pour la raison pour laquelle je vais vous faire la présentation, la façon dont je m'y prends dans ProEngineer version 14, donc une version qui date de 1994, qui donc aujourd'hui a 32 ans. Coupé court, voilà, un tout commentaire mal placé. On regarde rapidement comment notre ami nous propose de réaliser sa pièce. On a on a un plan de voilà. Hop, le plan de définition, on voit que l'on a affaire à un bout d'étiré rond au diamètre 10, longueur 200, avec taillé en pointe à l'extrémité. On a effectivement une hélice dont le rayon diminue au fur et à mesure qu'elle s'enroule autour de l'étiré, avec un angle, donc elle diminue suivant un angle de 1,9 degrés. L'hélice, elle a une vis sans fin, si vous voulez, fait 174 mm de long. Elle démarre à 20 mm du bout de la tige. Elle a un rayon de départ de 11 mm. Et elle se termine par une finition arrondie, donc un rayon 1 à l'extrémité ici de notre tige. Et donc si on regarde la façon dont il s'y prend, eh bien on va voir déjà un certain nombre, je dirais, de mauvaises pratiques en ce qui concerne la partie modélisation d'une manière générale. Et on constate en regardant la façon dont il s'y prend, notamment pour faire déjà la pointe de son étiré. Alors il commence par extruder un cylindre sur une longueur donc de 200 mm, et ce qu'il va faire au bout de son cylindre, c'est un chanfrein. Donc il a un cylindre diamètre 10 et il fait un chanfrein de 5 mm à l'extrémité de son cylindre. Alors, ça marche, pas de problème. Au moment où il crée cette fonction, ça fonctionne. Il a un diamètre 10, il a un chanfrein de 5 par 45, donc il obtient la pointe. Sauf que ce qui va se passer, c'est que si jamais le diamètre de son cylindre d'origine change, par exemple, il passe à 20 mm, ou pire, il passe en dessous des 10 mm, et ben son intention de conception, c'est-à-dire d'avoir une extrémité pointue, va disparaître et va même potentiellement causer une erreur de régénération. C'est typique des gens qui utilisent CATIA, qui n'ont pas réellement vraiment intégré l'intérêt des logiciels paramétrés. Il faut savoir que très longtemps, CATIA a été un logiciel que l'on appelle explicite, donc et non pas paramétré. Donc on dessinait avec des valeurs données, et ensuite advienne que pourra, en cas de modification, eh bien souvent on refaisait, on reprenait les dessins de départ pour les refaire. Et on voit très bien dans les vidéos autour de CATIA que les personnes qui l'utilisent pensent rarement au coup d'après. C'est pas des joueurs d'échecs. Je vais juste vous montrer. Alors j'ai réalisé pour l'instant un tout petit exemple de notre balayage. On ira plus dans les détails, mais c'est pour vous montrer que donc là, moi aussi, j'ai fait comme lui, c'est-à-dire que je suis parti d'un cylindre extrudé. Alors la longueur ici n'a pas d'importance. Et je suis venu à l'extrémité du cylindre, donc placer effectivement un chanfrein de valeur 5 de côté. Mais ce qui se passe, c'est que si
je modifie la dimension, notamment le diamètre de mon cylindre, et ben vous voyez que l'intention de conception est perdue. Je n'ai plus une pointe, j'ai toujours, pourquoi? Parce qu'il a gardé mon chanfrein à 5. Mais surtout, le problème, c'est que si je modifie maintenant le diamètre et que je passe à une valeur inférieure à 10, eh bien cette fois, la pointe disparaît carrément et j'ai une erreur de régénération, mon chanfrein a échoué. Donc voilà, ça c'est un cas typique où on modélise une pièce sans penser à aux modifications qui pourraient intervenir sur cette pièce. Et il faut bien savoir que dans le processus de fabrication, de conception et de fabrication des pièces techniques, il n'y a pas forcément une seule personne qui travaille sur la même pièce tout le temps. Et donc, il peut très bien se produire la chose suivante, c'est que un dessinateur, un concepteur a créé une première version de la pièce et c'est un de ses collègues qui va la modifier ensuite. Et s'il ne sait pas comment il s'est pris, eh ben, on peut arriver à ce genre de souci, c'est-à-dire que le design de la pièce change, tout simplement parce qu'il n'a pas été prévu dès le départ. Donc ça, c'est un premier point. On va regarder, on va aller un petit peu plus loin dans la vidéo pour voir un petit peu comment il s'y prend pour réaliser son balayage. Alors, il réalise dans un premier temps une hélice variable. Alors, la façon dont Katia crée ses hélices, et là aussi, c'est des fonctions qui sont très anciennes, avec une interface utilisateur qui est vraiment peu intuitive. Mais globalement, je vous explique, il va en fait directement, et le sujet de son exercice reflète bien la façon dont on utilise cette interface. Donc il va modifier le pas, il va mettre 20 mm de pas, il va mettre une longueur donc la hauteur, ça va être les 174 mm, et il va mettre un angle ici de dépouille, un angle de 1,9 degrés. On va voir ça tout de suite. Et ça va lui permettre de réaliser l'hélice de sa vis sans fin. Donc voilà, il indique le pas, les 20, donc il le place ici, les 20 mm, et puis pour finir, il va rajouter son angle de 1,9 degrés. Fait, on y va, allez hop, il met ses 1,9 degrés, et puis il va avoir son hélice complète. Ok. Très bien. Donc ça, pourquoi pas. Vous noterez que pour réaliser une hélice, vous regarderez sa vidéo, je la mettrai bien évidemment en lien dans la description. Dans Katia, on est déjà obligé de placer un point, le point de départ de l'hélice, donc ça fait une première fonction. Ensuite, on crée l'hélice, deuxième fonction. Et puis, troisième fonction, on crée la section qui va s'enrouler, donc on crée réellement la fonction de balayage qui va s'enrouler autour de cette hélice. Et alors pour réaliser cette opération, alors c'est un petit peu long aussi parce qu'il est obligé de venir placer un plan. J'avais oublié, ça fait quatrième fonction, un plan d'esquisse sur le point de départ perpendiculaire à la section, à l'hélice. Et ensuite, donc il vient nous faire remarquer qu'effectivement ça va faire 11 mm et puis une épaisseur de 1,3 mm. Mais surtout, voilà, c'est là où je voulais venir. Donc, donc, il met le point en coïncidence sur l'extrémité de son hélice, il met son épaisseur. Donc déjà, il va définir une symétrie. Alors là aussi, donc Katia, aller chercher comme ça, ne pas l'avoir au bout de la souris, c'est quand même une ergonomie un peu limite. Il met son épaisseur 1,3, on y est, et surtout, et là, c'est là où on constate également que c'est après moi le déluge, comme on dit. Il va mettre une cote de longueur pour sa section de 6,7 mm. Ok, donc ça va marcher. À l'instant où il réalise sa pièce, où il réalise sa fonction, eh bien ça va fonctionner, c'est-à-dire que la pièce va le balayage va effectivement rester en contact tout le long avec son cylindre primitif. Donc là, c'est là où il paramètre son balayage à section, alors section variable dans notre cas, c'est pas forcément le cas. Ok, sa courbe guide, etc. Hop.
Et voilà. Et donc à la fin, il réussit à faire son travail. Mais déjà, vous voyez qu'il a utilisé une fonction de surface et pas une fonction solide. Alors je sais pas moi si dans Katia on peut utiliser la même fonction de balayage pour faire une surface ou un solide. Et surtout, le problème, c'est que donc sa forme ne change pas de dimension à l'intérieur de la pièce. Alors, on le voit pas ici, mais on va le voir un petit peu plus loin lorsqu'il va vouloir s'occuper. Voilà, hop. Là, vous voyez, il a masqué le cylindre et on voit donc son balayage. Mais le problème, c'est que la forme, la dimension ici, les 6,7 mm, on les retrouve jusqu'ici, et ce qui fait qu'à la fin, on a un balayage qui vient vraiment se déformer très fortement à l'intérieur avec il passe au-delà de l'axe de l'hélice et ça va donc ça fait une forme qui est pas très élégante, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que si je prends mon exemple où moi aussi j'ai fait comme lui, c'est-à-dire que la section de mon balayage, alors moi je l'ai fait en solide, on le reverra plus tard, mais j'ai fait comme lui, c'est-à-dire que la j'ai mis une dimension finie ici pour la longueur de mon rectangle. Donc à l'instant T, au moment où je crée la fonction, ça marche. Je suis intersecté avec l'ensemble de la pièce. Mais si, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les dimensions de mon modèle viennent à changer, typiquement si je décide de changer le rayon, par exemple, de ma vis sans fin, le rayon de départ, ici à 11 mm, si pour une raison X ou Y, je décide de le passer à 20 mm au départ, et ben qu'est-ce qui va se passer? Ben il se passe ça. C'est-à-dire que là, j'ai fortement exagéré, mais on a notre hélice, notre vis sans fin, n'est plus en intersection avec le cylindre primitif. Donc ça, c'est aussi un problème de conception important. L'intention de conception, si l'intention de conception du concepteur, c'est que la vis sans fin soit toujours intersectée avec le diamètre primitif, notre bout d'étiré diamètre 10, eh ben c'est pas la façon dont il s'y est pris pour réaliser son balayage n'est pas la bonne. La méthode n'est pas bonne parce que il ne capture pas son intention de conception. Voilà. Et puis pour finir sur la présentation de sa vidéo, à la fin, pour réaliser le petit bout de rayon qu'il va rajouter ici, comme je vous l'ai montré dans l'énoncé, normalement on termine la fonction avec un rayon de 1 mm, et bien voilà, là on est à 5 minutes de conception, et bien il va passer, il va aller jusqu'à... Il va passer quasiment le même temps. Voilà, on arrive à 9 minutes. On arrive à 9 minutes de modélisation. Donc en fait, il passe quasiment le même temps pour faire uniquement l'extrémité de sa pièce, en rajoutant des bouts de surface, et puis après il va falloir les recoudre ces surfaces, c'est-à-dire va falloir joindre toutes les surfaces entre elles pour obtenir une géométrie fermée, pour finalement réussir à l'intersecter avec la pièce finale. Et en plus, comme je vous l'ai montré, comme son intention de conception est mal inscrite dans la pièce, si jamais il doit modifier des valeurs de cote sur la pièce réalisée, il aura un mal fou. Donc là, vous voyez, il récupère toutes les surfaces pour les fusionner, pour obtenir une géométrie fermée, mais il va falloir aussi qu'il s'occupe de l'autre extrémité de sa surface pour pouvoir éventuellement réussir à fusionner l'ensemble. Et je sais même pas s'il le fait. Hop, si je crois qu'il le fait à la fin. Voilà, il va fermer la surface, ok. Et une fois qu'il a fermé sa surface, eh bien, il va l'intégrer. Voilà, là, il en a fait un solide pour finalement nous donner le volume. On vérifiera ça aussi si nous on arrive au même résultat. Il va zoomer sur l'extrémité peut-être pour nous montrer comment il a fait. Non, il fait simplement
un petit peu de mise au net. Voilà, il cache ses plans de construction, ça, on s'en fiche un peu. Et puis à la fin, il va nous montrer voilà les calculs géométriques, son volume 1744 708. Voilà. Ok. Donc ça, vous voyez, c'est donc une modélisation qui prend 10 minutes à peu près. Donc on a 5 minutes de modélisation principale, puis ensuite on a encore 5 minutes de modélisation uniquement pour l'extrémité de sa vis sans fin. Alors, moi je vous l'ai dit, on va faire la chose suivante, c'est qu'on va faire un petit retour en arrière. Je suis dans ProEngineer version 14 ici, et vous voyez que j'ai réalisé la pièce. Donc je vais la refaire. On va fermer cette fenêtre, et puis on va donc commencer une nouvelle pièce. Le nom de la pièce, je m'en fiche un peu. Et puis ce que l'on va faire, c'est que on va alors oui, donc on va initialiser notre pièce, et puis on va initialiser aussi donc les trois plans de référence. Comme ceci. Donc là, j'utilise des macros claviers qui permettent d'aller un peu plus vite, mais j'ai créé un axe à l'intersection de ces deux plans, et on va maintenant créer sous la forme d'un ajout de matière, donc une protrusion, dans les fonctions avancées, on va aller chercher le balayage hélicoïdal, et on va lui préciser tout de suite qu'on fait un balayage hélicoïdal variable et dont la section sera normale à la trajectoire. On sélectionne notre plan d'esquisse, je vais prendre le plan top, et l'orientation, ça en dessous. Et alors ce qu'on va faire, on va déjà commencer par réutiliser, en faisant un util-arrête, l'axe que j'ai tracé sur entre mes deux plans. Donc ça va être l'axe de ma vis sans fin. Il faut savoir que lorsqu'on fait un balayage hélicoïdal avec Creo, on ne dessine pas, on n'a pas besoin de créer une fonction d'hélice. C'est inhérent, c'est intrinsèque à la fonction elle-même de balayage hélicoïdal. Ce qu'on l'on fait, c'est que l'on dessine le profil du balayage, c'est-à-dire ma vis sans fin a un profil qui est incliné, un profil en tronc de cône. Donc je dessine ce segment qui est la limite de mon profil. Ensuite, je vais également rajouter une ligne centre horizontale comme ceci. Ça, c'est pour pouvoir dimensionner l'angle que l'on gérera, c'est-à-dire l'angle de 1,9 degré. On va coter la longueur, on va coter le démarrage par rapport à ce plan, et on va coter le rayon donc par rapport à cet axe. J'ai mis en place mon schéma de cotation nécessaire et suffisant, je régénère, et vous voyez que c'est bon, on a ce qu'il faut, ma régénération est correcte. Et ce que je vais faire, et c'est là aussi tout l'intérêt d'un modèle paramétré, c'est que je ne suis pas obligé de mettre à jour tout de suite les cotes vers leur valeur finale. Je peux tout à fait rester comme ça. Moi, j'aime bien travailler sur des modèles où les cotes sont un peu exagérées. Ça aide pour la modélisation. Donc je vais laisser mon schéma comme ceci. On va terminer l'esquisse. Et alors vous verrez sur ma copie d'écran, vous le voyez peut-être pas bien, mais il y a un petit message en bas qui apparaît qui me demande la valeur du pas au démarrage. Donc la valeur du pas, je vais la mettre je vais faire une valeur de pas assez importante. On a une longueur de 154 mm, on va mettre un pas de 65 mm au départ et un pas de 65 mm à l'arrivée. Je n'ai pas d'autres pas à l'intérieur de mon dessin, et vous voyez que là, je suis en vue normale pour dessiner la trajectoire, la section. Je vais de nouveau utiliser l'axe comme support, et on va esquisser la forme de la section de l'hélice, la vis sans fin. Appelez ça comme vous voulez. Je m'appuie bien, et moi surtout, je m'appuie sur l'axe de révolution de mon balayage hélicoïdal. Je m'appuie sur cette croix qui représente le profil, et je n'ai qu'une seule cote à faire apparaître, c'est la largeur de mon profil.
je régénère et vous voyez, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement diminuer quand même la valeur à cet endroit-là. Voilà, et je valide. Et vous avez mon premier balayage hélicoïdal qui est créé en solide. C'est pas une surface, c'est un vrai solide. Et ensuite, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe à l'extrémité. Et vous voyez qu'en plus, ma section évolue. Elle est assez grande au départ, et puis à la fin, elle a diminué, mais elle reste toujours alignée sur l'axe principal de ma vis sans fin. Je vais regarder une chose. On va aller dans les informations. On va aller analyser une surface et on va analyser le rayon mini de la surface qui est à l'extrémité là. Et lui, il va me répondre. Alors vous voyez peut-être pas parce que ma capture d'écran. Alors ce que je vais faire, je vais légèrement modifier ça. Hop, voilà. Comme ça, vous devriez voir les messages qui apparaissent. Et donc, si je sélectionne cette surface, voilà, il me dit que la surface est plate. C'est une surface plane à cet endroit-là. C'est une des caractéristiques de lorsque vous faites un balayage à section variable, un balayage hélicoïdal surtout, un balayage hélicoïdal en mettant la section normale à la trajectoire, eh bien, elle est normale en tout point à la trajectoire, ce qui fait que les deux faces de départ et d'arrivée sont des plans. Et donc ça tombe bien parce que je vais pouvoir utiliser cette caractéristique pour réaliser l'extrémité de ma trajectoire, de ma forme. Vous savez, la petite forme rayon 1, on va faire une nouvelle fonction solide et on va faire un balayage là aussi ensuite, mais un balayage simple, tout ce qu'il y a de plus simple. On va sélectionner la trajectoire. Et ben, la trajectoire, ça va être notre petite arête ici au bout. One by one d'abord, et sélectionner une par une. OK. Ensuite, on va lui dire que l'on prend cette face-là comme une face d'orientation, ok, et on va travailler. Alors, je vais repasser en vue filaire. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai ici une petite croix bleue. Et alors on le voit pas très bien, donc je vais passer directement sans ligne cachée. Et vous avez à cet endroit-là ma surface en bout qui est perpendiculaire à l'écran. Ce qui fait que maintenant, au niveau de mon esquisse, je vais esquisser un arc de cercle. Je place son centre à cet endroit-là et je viens chercher. Je commence au bout. Il me reste à faire une ligne pour fermer mon demi-cercle. Au niveau des dimensions, je mets le rayon, je régénère, ma régénération est correcte. Je peux laisser la valeur actuelle. Alors, si vous voulez voir ce que ça donne en 3D, je suis là ici au bout. Et j'ai dessiné un petit bout de cercle à l'extrémité de mon modèle et je valide. Voilà. Et on a maintenant à l'extrémité de mon hélice ce petit bout de cylindre. Mais c'est parfait parce que comme on a une face plane, les deux arêtes sont, enfin voilà, mon cylindre il est très très bien dessiné et ça m'a pris quelques secondes pour dessiner cela, créer cette surface. Et pour finir, on va maintenant dessiner l'axe, on va faire une forme de révolution. Là, moi, je vais partir sur une forme de révolution sur 360 degrés. On travaille sur ce plan, celui-ci en vue du dessous, et on va de nouveau utiliser un util-arrête pour récupérer l'axe de révolution. On va esquisser quelque chose là aussi de très simple, mais vous allez voir, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, je vais inclure dans ma forme de révolution la pointe de mon cylindre, de mon axe. On aligne ce qui doit être aligné, c'est-à-dire la face là sur ce plan, et on va dimensionner, mais avant de dimensionner, on va encore rajouter des éléments de construction pour lui faire comprendre que
ici, on a un angle à 45 degrés. Alors l'astuce en ProEngineer version 14 consistait à dessiner des éléments de construction, comme je suis en train de le faire, notamment voilà des lignes d'axe, des cercles, etc. À l'époque, bien évidemment, il n'existait pas, on ne pouvait pas contrôler directement les contraintes de parallélisme, de perpendicularité, de longueurs égales, etc. C'était le système qui le déduisait en fonction des petites indications qu'on lui avait données. Et grâce à cette construction, eh bien, il va comprendre que ici, j'ai affaire à un carré, et donc là, j'ai 45 degrés. Allez, je cote le diamètre, je régénère, ma régénération est réussie, donc je valide, et j'ai mon modèle. Alors, on peut maintenant en retirer les plans. Cette pièce, c'est la même que celle donnée en exercice. Sauf, la seule chose qui change, ce sont les dimensions. Ce qui fait que maintenant que ma pièce, et c'est une pièce robuste, c'est une pièce robuste, c'est-à-dire que vous allez voir, je vais modifier maintenant les dimensions. Alors, on va commencer par le cylindre, on passe longueur 200, diamètre 10, dans la foulée, je m'occupe de l'extrémité, ici, on prend, allez, toutes les dimensions, on met le rayon à 1, puis je m'occupe de mon balayage à section variable, on prend toutes les dimensions, on a quoi? On a ici son rayon qui fait, la valeur demandée c'était 11, le démarrage, il démarre à 20 mm, l'épaisseur de la section c'est 1,3 mm, le pas au démarrage c'était 20, la longueur 174, l'angle 1,9, et alors dans le cas de la fonction sur Creo, sur ProEngineer, autant pour moi, on spécifie le pas au départ et à la fin, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai modifié l'ensemble de mes cotes, je régénère, et hop, j'ai la pièce demandée dans l'exercice. Et on va juste regarder, faire un petit zoom ici à l'extrémité, et vous voyez que j'ai bien mon petit rayon, ma finalité et ma finition qui est correcte. On a notre rayon 1 en bout de trajectoire, parfait. J'ai pas eu besoin de construire des surfaces compliquées. J'ai fait juste un arc de cercle et c'était fini. Cerise sur le gâteau, on a affaire effectivement à un balayage à section variable, et le balayage à section variable a cette particularité, c'est que vous pouvez gérer les pas d'hélice au départ et à la fin, et donc à la fin ici je vais mettre un pas d'hélice de 5 mm, et vous voyez ce que ça donne, on conserve tout le reste de l'intention de conception, et on a le pas qui va varier gentiment de 20 mm à 5 mm. Voilà, ça, c'était pour la présentation de ce modèle dans une version qui a 32 ans. Et vous voyez qu'on s'en sort parfaitement bien en étant en plus en mode solide. Donc déjà à l'époque, donc à l'époque de cette version de ProEngineer, chez Dassault, il n'existait ni SolidWorks, ni même CATIA V5. C'était uniquement CATIA V4 qui existait. Alors là, faire ce genre de pièces sur CATIA V4, c'était quasiment impossible. Voilà pour la partie ProEngineer. Sur la partie créoparamétrique, on peut recommencer la même pièce. Alors je vais détruire sur celle-ci tout ce que j'avais créé. On va commencer par détruire cette fonction-là. On détruit tout. Vous voyez que là, en fait, en plus, dans mon intention de conception, les différentes fonctions sont interdépendantes, ce qui fait que si je dégage la première, toutes les autres elles dégagent également. Voilà, c'est pas dramatique. Dans mon cas ici, hop, il n'y a pas de problème. On va se replacer par défaut, et donc on y va. On fait la même chose que ce que j'ai fait sur ProEngineer, mais vous allez voir que ce qui change essentiellement, c'est l'ergonomie qui est sans commune mesure avec celle de ProEngineer, et bien évidemment qui est beaucoup plus intuitive aussi que celle de CATIA. On va faire donc un balayage hélicoïdal, ici. On va travailler sur son profil,
Donc comme je l'ai fait dans Créo paramétrique, dans ProEngineer, décidément, je vais créer donc son profil. Alors je place l'axe de révolution directement dans le profil. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'un segment, voilà, schéma de cotation nécessaire et suffisant, on peut déjà venir ici au moins verrouiller les cotes sur leurs valeurs, sur les valeurs qui nous intéressent. Vous voyez qu'en plus dans Créo, on a, au lieu d'avoir la cote de rayon, il nous propose une cote de diamètre parce que j'ai mis mon axe. Ce que je vais faire, c'est que là, pour respecter l'énoncé, je vais quand même lui proposer une cote de rayon et je la valide. Donc, les cotes que je sélectionne qui passent en vert sont des cotes qui ne seront pas dégagées par le système de cotation automatique. Par exemple, si maintenant je rajoute la cote de longueur, cette cote-là, vous voyez qui m'a fait dégager la cote d'angle qui traînait par là. Et j'ai besoin, moi, d'une cote d'angle également. Donc je trace une ligne centre et on va coter l'angle donc entre la ligne centre et celle-ci. Comme tout à l'heure, je laisse les valeurs par défaut pour l'instant, parce que pourquoi pas. Je valide. On va maintenant sélectionner des options en lui disant qu'on veut être donc normal à la trajectoire. Il nous propose ici un pas que l'on va augmenter. Là aussi, on va mettre un pas de 50 mm au démarrage. On pourra le changer à tout moment. Donc on est normal à la trajectoire. L'axe est interne au profil et on va donc dessiner notre section. Vous voyez que on est comme dans ProEngineer, hein, pas de souci, tout marche bien. Je vais rajouter ici une ligne centre. Cette ligne centre, on va la rendre coïncidente avec mon axe. Ah, alors attendez, on va juste faire une chose. On va pas on va pas mettre celle-ci tout de suite. Je vais réaliser une chose qui est aussi qu'il faut connaître, c'est que là je suis en train de créer une esquisse, mais j'aimerais bien récupérer quand même un axe là entre les deux plans qui n'existe pas encore. Donc je peux retourner dans la partie modèle, je peux lui demander à la volée de me faire un axe qui passe par ce plan et avec contrôle qui passe par ce plan. Ok. Et maintenant dans mon du coup je retourne dans l'esquisse et je vais pouvoir utiliser cet axe de référence que j'ai sélectionné pour justement venir appuyer mon esquisse. Alors, je vais faire mon rectangle comme ça. Vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas aligné sur mon fameux axe. L'axe, je peux aller le récupérer ici dans les références. Je peux le sélectionner et du coup, il apparaît maintenant dans ma référence. Ce qui fait que je peux maintenant rendre coïncident l'axe avec cette arête. Je n'ai plus qu'à changer la largeur de ma forme. Je valide et j'ai là aussi ma trajectoire. Alors vous voyez que à la fin il y a un comportement un peu surprenant. C'est simplement parce que dans mes options, j'ai oublié de lui dire que je faisais un balayage à section variable, justement. Et en lui disant, bah, c'est un balayage à section variable, bah, vous voyez que là, la forme, la section, ici, bah, reste alignée sur mon axe. Donc ça me va bien. Je valide. C'est une fonction solide, pas de problème. Je vais pouvoir utiliser, comme je l'ai fait dans ProEngineer, exactement la même fonction qui est un balayage sur l'arête que l'on a à cet endroit-là. C'est plus simple, enfin en tout cas c'est beaucoup plus rapide dans Creo 12 pour faire ce travail. Je vais esquisser le contour
Mais on se retrouve exactement dans les mêmes conditions que dans Pro Engineer. Je sélectionne un arc qui passe de ce point-là, hop, on s'accroche ici, zoom, on vient jusque là, on fait une ligne. C'est OK. Le rayon, pour l'instant, je m'en fiche. OK. Alors là, bizarrement, euh, tout ça. On va recommencer mon arc de cercle. Hop, là, je suis un petit peu trop bas. On va le rendre coïncident. Et finalement, en fait, il est plus facile d'utiliser Pro Engineer que Créoparamétrie, vous voyez. Vous n'avez pas choisi la bonne surface pour l'orientation de mon, de mon bossage, là. Ça arrive, mais au meilleur. Voilà. Donc on a notre bossage. Ce qu'on va faire simplement dans Créoparamétrique, ce qu'on ne pouvait pas faire là dans Pro Engineer, c'est que je vais prendre cette surface, je vais la copier, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc je la copie sur elle-même. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais CTRL-C, CTRL-V, je la copie sur elle-même. Parce que vous voyez ici, on a entre cette surface-là et la surface-là, ce ne sont pas les mêmes surfaces. Et dans Créoparamétrique, ce que l'on peut faire, c'est que cette surface ici, on va pouvoir lui demander de la remplacer par la surface que j'ai copiée à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte que il va continuer cette surface hélicoïdale et remplacer la surface plane qui était sur le bord de mon petit bossage. Et ce qui fait que là, on a carrément plus de différence entre les surfaces et on va faire la même chose ici. Hop, voilà, on prend ça, on lui dit qu'on remplace la surface et on la remplace par celle-ci. Vous voyez que c'est pas négligeable, hein. On a vraiment une modification topologique assez importante à cet endroit-là et on aura, du coup, on se retrouve vraiment avec un résultat ultra propre sur l'extrémité de notre balayage. C'est beaucoup plus propre, notamment que dans Katia. Allez, assez parlé, assez discuté. On va terminer par notre forme de révolution. Hop, donc ça va être suffisamment rapide. On va mettre notre trait d'axe, notre trait de révolution. Euh, comme je l'ai fait dans Pro Engineer, on y va, on trace des choses assez à, surdimensionnées au départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre un rectangle en trait de construction. On va lui préciser que les côtés doivent être égaux. Du coup, lorsqu'on fait ça sur un rectangle, il y a quelques contraintes qui sont surabondantes qu'on enlève. Voilà. Et donc là, vous voyez, en faisant cela, eh bien, j'ai directement réalisé une contrainte qui me permet d'être sûr qu'on aura toujours un angle à 45 degrés et donc on aura toujours la pointe de notre cylindre. On le voit ici. Donc là, je le dimensionne comme ça. Hop, et je valide. Voilà. On a notre fonction, exactement comme dans Pro Engineer. Les dimensions sont pas, il n'est pas obligatoire d'avoir tout de suite les bonnes dimensions. On peut les modifier après coup. Ça pose aucun problème. C'est là où on voit que le modèle est robuste, c'est-à-dire que même pendant que je suis en train de modifier ces différentes dimensions, eh ben le reste continue à suivre. Ici, on va passer à un rayon 1.
hop, pas de problème, ça fonctionne. Vous voyez, on est robuste. Et puis donc pour le reste de la trajectoire, alors là on va essayer d'être un petit peu on va se méfier quand même de deux ou trois petites choses. Ici, je peux modifier mon angle, ça devrait pas poser de problème. Ok. Ce, cette dimension, on passe à 20 mm. La longueur, on peut aller vers nos 174. Le rayon, on va donc le passer à 11 mm. Hop, vous voyez, c'est assez, c'est un comportement qui peut surprendre. On met nos 1,3 mm sur la section. Hop. Et pour finir, on va avoir le pitch, donc le pas, on passe à 20 mm. Alors, l'offset n'est pas passé, on va le redéfinir, c'est peut-être lié. Voilà, la copie de surface, étant donné qu'on a maintenant un petit peu plus grand nombre d'hélices, la copie de surface est restée accrochée sur les surfaces de démarrage. Donc c'est pas dramatique, hein. Dans Creo, les erreurs de régénération se corrigent assez facilement. Ici, par exemple, il suffit que je lui précise que je vais changer les références de cette copie de surface. On va le faire en utilisant cette fonction. Je vais simplement lui préciser que maintenant, en fait, cette surface-là, c'est celle-ci. Et du coup, hop, là, il a corrigé un des deux problèmes. Il nous reste à faire la même chose sur l'autre surface, n'est-ce pas? On va là aussi lui indiquer qu'on change de référence. On sélectionne cette face-là. Hop, et le problème est réglé. Et vous voyez que ici en bout, on a bien une continuité là, très propre sur la surface. Et fonction solide avec un arbre du modèle. Donc là c'est bonus, hein, les 4 fonctions de copie et de remplacement de surface, ça c'est du bonus, ça n'apparaît pas dans le sujet original de Katia. Et sur mon balayage à section variable, on peut le redéfinir pour, par exemple, venir rajouter au niveau des pas, on peut rajouter un pas par défaut qui va être ajouté à la fin, et comme je l'avais fait sur ProEngineer, on peut comme ça changer la valeur du pas. Hop là. Donc on se retrouve avec le même phénomène. Vous voyez, c'est là où effectivement, dans la notion de paramétrage, faut toujours rester vigilant, hein, sur ce qui peut arriver. Mais copies de surface ne sont pas n'ont pas suivi la totalité du modèle. Donc, c'est pas grave parce que on a des outils de réparation qui sont quand même suffisamment faciles à utiliser et qui permettent de se sortir de ce mauvais pas sans problème. Alors après, ce qu'on pourrait faire, c'est s'assurer que la surface euh, sélectionne la totalité des surfaces de l'hélicoïde pour que justement éviter d'avoir ce genre de phénomène. Bon, on va quand même en rester là. J'ai été un peu plus loin que prévu sur cet exemple dans Creo 12. Il n'empêche que ça vous permet de bien d'avoir un aperçu assez complet de ce fameux balayage hélicoïdal à section variable et des petites fonctions en plus comme les copies et les remplacements de surface. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce, à vous abonner et à mettre des petits commentaires. À très bientôt.